Bien, eh ben, bonjour à toutes et tous pour ce nouveau 12-14 d'un toit pour tous. On remercie tous les participants qui fidèlement suivent nos échanges durant ces 12-14. Alors aujourd'hui, on va continuer notre exploration sur autour de la question du logement. Aujourd'hui, c'est les inégalités sociales au niveau du coût du logement et de son poids dans les budgets des différents ménages et des problèmes que ça peut engendrer pour ces ménages. Donc, pour ce faire, on aura trois intervenantes qui se présenteront plus précisément, mais d'ores et déjà Manon Sajaloli, Sajaloli de l'AURG, de l'Agence d'urbanisme, qui nous fera un état des lieux de ces inégalités. Ensuite, Fabienne Picot, directrice de la gestion locative d'Alpes Isère Habitat, nous dira ce qu'il en est en termes de prévention et de solutions pour éviter que ces inégalités sociales viennent avoir des conséquences néfastes pour les ménages et perdent leur logement. Et puis enfin, autour de la question plus particulière de l'énergie, qui aujourd'hui met en difficulté beaucoup de ménages sur les charges, autour du point d'inclusion financière du CCS de Grenoble. Donc, chacune un quart d'heure à peu près pour nous expliquer tout ça et ensuite on pourra ouvrir les échanges. Donc, on démarre avec Manon sur un état des lieux de ces inégalités. À vous, Manon. Bonjour à tous. Donc Manon Sajaloli, je travaille à l'agence urbaniste de Grenoble. Je vous dis peut-être un tout petit mot sur l'agence urbaniste pour ceux qui connaissent pas bien l'institution. Donc on est sous forme associative. Il en existe dans toutes les grandes villes de France et statutairement, on peut travailler uniquement pour des acteurs publics. Nous, on couvre grosso modo tout le sud de l'Isère. Sur les champs de l'urbanisme, on est une soixantaine. Il y a à peu près la moitié qui travaille sur tout ce qui est documents d'urbanisme, donc voilà, les PLU, PLUI. Et l'autre moitié qui fait des études thématiques. Et notamment, voilà, on est beaucoup mobilisé sur l'habitat, où on intervient à la fois sur les élaborations de politiques publiques type PLH, mais aussi on peut intervenir sur des sujets beaucoup plus précis d'accompagnement, de revitalisation de centre-bourg, par exemple. On a beaucoup travaillé sur les PVD, voilà, c'est des sujets sur lesquels on travaille beaucoup. Et là, en l'occurrence, ce que je vais vous présenter, c'est une étude qu'on a réalisée en préfiguration du PLH qui s'élabore en ce moment, du PLH de la métropole 2025-2030 qu'on accompagne. On a fait l'année dernière une étude pour essayer de mieux appréhender l'accessibilité financière des logements. Donc, il y a une première partie qui était plutôt un état des lieux sur un peu les grandes dynamiques, les grandes problématiques autour de l'accessibilité financière des logements, avec une partie des données qui sont à l'échelle France. Et ensuite, on a regardé plus spécifiquement, on a fait une nouvelle méthodologie pour estimer quelles étaient les capacités financières des ménages de la métropole selon leur profil et du coup, quel pouvait être le budget alloué au logement. Donc, plutôt sur la première partie d'état des lieux, à la diapositive suivante, voilà, encore après. Il y a une donnée qui nous paraissait particulièrement intéressante. Donc là, on l'a uniquement à l'échelle française, mais c'est de voir à quel point les logements, la propriété des logements est concentrée en fait en France, et il n'y a pas de raison que ce soit différent sur nos territoires isérois. En fait, on regarde qu'il y a un quart des ménages qui sont propriétaires de plusieurs logements, qui détiennent 2/3 des logements détenus par des particuliers. Donc là, c'est hors logement social. Donc on voit déjà que c'est assez concentré, mais surtout quand on regarde la frange de la population très aisée multipropriétaire, on voit qu'il y a 3,5% des ménages multipropriétaires qui détiennent la moitié des logements locatifs privés en France. Ça permet de relativiser aussi un peu sur tous les débats qu'on a en ce moment sur les passoires énergétiques et sur cette image qu'on a autour des petits propriétaires pauvres qui vont avoir des difficultés à rénover leur logement. Faut pas se mentir, c'est quelque chose qui existe, les petits propriétaires pauvres, mais en termes de proportion, on voit qu'il y a quand même la moitié des logements locatifs privés qui sont détenus par une toute petite proportion de la population, qui est plutôt très clairement la population aisée de la population. Voilà, pour en contexte, un deuxième élément de contexte qui me paraissait intéressant à l'échelle française, c'est de voir à quel point le logement... Excusez-moi, Constant, merci, pardon. De voir à quel point le poids du logement
a augmenté dans le budget des ménages. Donc, là, on a une perspective historique sur 50 ans depuis les années 70 et on voit en fait que le budget des ménages a doublé entre les années 70 et 2015 et 2021, pardon. On est passé, c'est les chiffres de l'INSEE à l'échelle française, de à peu près 14% à 28%. Donc, c'est la courbe qui est en vert foncé. Et par contre, on voit que tous les autres budgets des ménages ont diminué. Ça, c'est important parce qu'au-delà de dire que c'est 2 fois plus important, ça veut dire que ça constitue aussi 2 fois plus qu'avant une inégalité entre les ménages. Le logement, il est de plus en plus différenciant entre les ménages quand on se met dans une perspective longue. Et ça, en particulier à la diapositive suivante, sur une entrée en particulier, qui est le statut de propriété. Parce que là, on regarde le taux d'effort, donc c'est tout compris quand on prend le loyer, le prêt et les charges. Par contre, ça ne prend pas en compte les aides au logement. C'est pour ça qu'on va avoir des différences, notamment par rapport au parc social, où on regarde du coup quelle est la part qui est dédiée au logement dans le budget des ménages. Et on voit bien que les propriétaires non accédants, donc qui ont déjà payé leur logement, c'est de loin ceux qui accordent le moins d'argent à leur logement, moins à peu près 10%, alors qu'à l'inverse, les locataires du parc privé, ils s'accordent près de 30% de leur budget au logement. Donc on voit des inégalités qui sont fortes selon le statut d'occupation. Sur cet état des lieux, il y a une autre donnée qui est très intéressante et pour le coup, à la diapositive suivante, qui est sur la métropole grenobloise. Donc là, c'est le résultat d'une grande enquête qui s'appelle EMC2, qui est fait auprès de plusieurs milliers de personnes dans la métropole, donc, dans toute la région grenobloise, qui a été fait en 2020 et qui a été traité par des chercheurs qui ont pu nous donner ces résultats sur le coût résidentiel. Donc, en fait, c'est d'aller regarder non seulement le budget qui est dédié au logement, mais aussi le budget qui est dédié au transport. Et donc, on voit bien la différence et l'évolution. Plus on s'éloigne de Grenoble, donc déjà, on voit que le budget, plus on s'éloigne de Grenoble, plus il est important au global. Après, il faut quand même faire attention. Sur Grenoble, il y a un biais, c'est que du coup, il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans des très petites surfaces. Donc, en fait, ça fait forcément du coup plus de ménages qui ont des petits budgets logements, mais qui ne sont pas forcément représentatifs de tous les budgets logements. Si on prend le budget logement uniquement des familles, par exemple des couples avec enfants, on va pas se retrouver avec un si petit budget logement dans Grenoble. Mais pour autant, on voit quand même que le budget du coût résidentiel global, donc si on prend tout ce qui compte le logement plus le transport, il est de plus important plus on s'éloigne de Grenoble. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que la part des transports est de plus en plus importante plus on s'éloigne de Grenoble. C'est assez logique, mais ça a quand même permis de le poser assez particulièrement, de voir que du coup, on a un budget logement du fait des transports qui est finalement, on pourrait croire que c'est moins cher de se loger loin de Grenoble avec le phénomène de périurbanisation. En fait, on voit que si on prend l'ensemble des coûts, c'est pas le cas. C'est plutôt plus cher de se loger loin de Grenoble. Donc là, c'était la première partie un peu d'état des lieux global sur tout ce qui est budget, inégalité liée au logement. Et maintenant, je vais vous indiquer la partie sur les résultats de l'étude d'accessibilité financière qu'on a fait spécifiquement sur la métropole. Donc à la diapositive suivante, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est vraiment toute une nouvelle méthodologie qu'on a mis en place parce qu'en fait, l'INSEE, il donne des revenus par unité de consommation, mais pas par ménage. Et donc, du coup, on ne peut pas reconstituer des budgets logements à partir des données de l'INSEE. Donc, en fait, on a fait tout un gros travail statistique justement pour reconstituer des budgets logements par profil de ménage que vous avez sur la droite et qui nous permet derrière d'aller comparer par rapport aux prix immobiliers et aux loyers qui sont pratiqués dans la métropole. Donc à la diapositive suivante. Donc voilà, là, ça nous donne ça. Donc là, on retrouve tous les budgets, tous les profils de ménages. Ils sont non cumulatifs. On regarde ou par composition des ménages, donc si c'est des couples, s'ils ont des enfants, pas des enfants, si c'est des familles monoparentales, des personnes seules, par statut d'occupation, propriétaire, locataire et par âge. Et du coup, ça nous donne la distribution à chaque fois des revenus des ménages. Donc, ce qui est en blanc, on a au début le premier décile, donc les 10% les plus pauvres, le premier quartile, 25% les plus pauvres, la médiane au milieu, le troisième quartile et le 9e décile. Du coup, ça nous donne vraiment la distribution des revenus. Ce qu'on voit assez nettement, c'est que, en fait, quand on regarde, c'est les couples avec enfants, les propriétaires et les couples sans enfants, qui sont de manière assez nette les types de ménages les plus riches, qui ont le plus de ressources sur la métropole,
c'est aussi là où il y a le plus de différences, en fait, quand on regarde la distribution, on en voit à la fois qui sont moins aisés et beaucoup plus aisés. Mais voilà, ça a permis de déconstruire par rapport aux élus, notamment le fait que souvent les cibles des élus pour accueillir en termes de peuplement, c'est les couples avec enfants. En fait, on voit que c'est les profils de ménage qui, dans leur ensemble, ont le plus de choix résidentiels parce que c'est eux qui ont le plus de ressources, pour une raison simple qui fait qu'en fait, ils ont 2 revenus. Contrairement aux ménages qu'on retrouve en bas du tableau, qui sont notamment les personnes seules, qui représentent quand même 42% des ménages de la métropole, et qui ont beaucoup moins de revenus parce qu'en fait, ils ont une seule source de revenus. Donc forcément, déjà, on divise par 2 ce qui peut être lié à un budget alloué au logement. On retrouve aussi en bas du tableau les jeunes, les moins de 30 ans, et les locataires du parc privé, du parc social, et les familles monoparentales. Et ce qui était intéressant ensuite à la diapositive suivante, c'est d'aller comparer ces revenus par rapport aux loyers pratiqués dans la métropole. Donc là, c'est ce que vous voyez. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quel que soit, donc là, à chaque fois, c'est avec un taux d'effort de 30%, les loyers, enfin le budget qui peut être accordé au logement pour un loyer par profil de ménage. À chaque fois, c'est les revenus médians des ménages. Donc, il faut s'imaginer par profil de ménage qu'il y a encore la moitié au-dessus, la moitié en dessous. Mais la première chose qu'on voit et qui est intéressante, c'est de voir que le logement social remplit bien sa fonction, parce que finalement, quel que soit le profil de ménage, tous les ménages peuvent payer un logement social de 65 mètres carrés, là, en l'occurrence dans notre tableau, dans la métropole. Donc là, c'est vraiment plutôt de voir que ça remplit bien sa fonction de pouvoir loger l'ensemble de la population. Par contre, on voit que quand on regarde le prix d'un loyer du parc privé, déjà, on a une partie de la population qui ne peut pas accéder avec un taux d'effort de 30% à un logement de 65 mètres carrés. Et notamment les locataires du parc social, les personnes seules et les moins de 30 ans, ils ne peuvent pas accéder à un appartement privé de 65 mètres carrés. Et alors, par contre, quand on regarde les maisons, là, on voit, il y a aussi très peu de maisons en location dans la métropole, ce qui fait qu'on a des loyers qui sont très élevés. Mais on voit que pour le coup, avec un taux d'effort de 30%, c'est inaccessible à l'ensemble des ménages de la métropole. On a fait la même chose avec l'acquisition. Donc là, on a la population divisée par 10. Je l'ai ensuite pareil après par profil de ménage. On fait un petit calcul où on regarde avec un apport de 20 000 euros, exprès qu'il y a un apport faible plutôt de primo-accédant, avec un prêt sur 20 ans et du coup un taux d'effort de 30%, à combien, quel est le budget immobilier pour acheter un bien sur la métropole. Et donc on voit à nouveau que voilà, ça nous donne en orange les différents prix immobiliers. Là, on divise la population par 10 et donc on voit qu'un appartement ancien de 65 mètres carrés, donc avec les prix médians de 2021, il y a 40% de la population qui peut se l'offrir, pardon, 60%, excusez-moi. Il y a 60% de la population qui peut acquérir un bien, un appartement ancien de 65 mètres carrés. Il y a 40% qui peut, à l'inverse, qui ne peut pas y accéder. Donc 60% qui peut y accéder, 40% qui ne peut pas y accéder. Quand on regarde les appartements neufs, c'est encore plus net. Il n'y a que 20% des ménages qui peuvent accéder à un appartement neuf de 65 mètres carrés avec un apport de 20 000 euros dans la métropole et 80% qui ne peuvent pas y accéder. Et alors les maisons, avec un apport de 20 000 euros, il n'y a aucun ménage qui peut accéder. En tout cas, il y a moins de 90% des ménages ne peuvent pas accéder à une maison ancienne en 2021. En fait, la différence, c'est surtout que ceux qui achètent des maisons anciennes, c'est des ménages qui ont ou beaucoup plus d'apports et en général, du coup, c'est des secondo-accédants qui bénéficient de la vente d'un premier logement qui peuvent accéder à une maison ancienne. Mais on voit bien que c'est un bien qui est inaccessible avec un apport de 20 000 euros. Et ensuite, du coup, à la diapositive suivante, qui est ma dernière diapositive, on voit la différence par profil de ménage. Donc, on retrouve à peu près la même différence qu'on avait au début. Les revenus sont les mêmes. On voit que du coup, des ménages d'une personne, ils vont vraiment peiner à accéder à des biens immobiliers à l'acquisition dans la métropole avec un apport de 20 000 euros. Bon, en tout cas, pas un bien de 65 mètres carrés. Après aussi, c'est pas adapté à leur profil en termes de taille. Alors qu'à l'inverse, en fait, on voit que les ménages, les propriétaires et les couples avec ou sans enfants, ils vont avoir beaucoup plus de choix dans les biens qu'ils peuvent acquérir dans la métropole, aussi en termes de type de bien, mais aussi de localisation au sein de la métropole. Je crois que je ne l'ai pas mis là, mais du coup, après, on a regardé par cartographie à l'échelle communale. Ouais, non, je ne l'ai pas mis là. C'était la synthèse, mais à l'échelle communale, on pourra vous le renvoyer parce que c'est du document qui est public qu'on a présenté à l'ensemble des partenaires.
On a regardé à l'échelle communale ce qui peut être accessible selon les différents profils et justement là en prenant mieux en compte la taille des ménages. Par exemple, pour les ménages d'une personne, on a regardé uniquement les T1, T2, T3, peut-être T4 aussi, T1, T2, T3, et du coup ce qui est accessible en termes de prix et la part ce qui est accessible en termes de prix. J'aurais dû vous mettre la carte, mais je vous la renvoie. Voilà, donc en synthèse, on voit que un budget théorique médian qui est estimé à 830 € par mois pour la location et 165 000 € pour l'achat d'un bien immobilier avec un apport de 20 000 € pour le revenu médian, un parc social qui est accessible à tous. Mais on voit que les appartements, dès qu'on passe sur les appartements privés, ils sont déjà beaucoup moins accessibles, en particulier les appartements neufs. Avec un individuel privé qui est presque inaccessible aussi bien à la location qu'à l'achat avec un apport de 20 000 €. Bien, merci beaucoup. Ça fait beaucoup de chiffres. Peut-être que s'il y a besoin d'éclaircissement, pas entrer dans le débat, mais d'éclaircissement sur ces chiffres ou de compréhension, on peut peut-être ouvrir les questions sur... parce que là, ça fait beaucoup de choses à ingurgiter, mais on voit bien les écarts. Et puis, j'ai vu qu'aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, sur le Dauphiné, le Dauphiné libéré a fait les prix au mètre carré selon les quartiers de Grenoble. Et on a entre la place des Géants à peu près à 1 500 € le mètre carré et l'île verte, qui est le plus cher, à 4 500. On voit bien aussi les écarts intramuros dans les villes. Et c'est un peu pareil dans toutes les villes, quoi. Donc, on n'a pas seulement des écarts entre communes, mais aussi à l'intérieur. Et justement, il y a une question qui était posée dans le chat, donc peut-être je Oui. m'en fais la porte-parole. Bonjour, pour le budget théorique médian des locataires privés et sociaux, les données incluent-elles les charges? Non, les charges ne sont pas incluses. Ouais, c'est bien le budget qui peut être Oui, dédié que à un loyer ou à une acquisition immobilière, ou à une le acquisition. coût du logement lui-même. charge. Ouais, Ouais. d'accord. Ouais. Donc, on se rappelle de toute façon que ça rejoint bien ce qu'on a pu constater, hein, que c'est les jeunes et les personnes seules qui ont le plus de mal, même si elles ont besoin de plus petits, elles ont quand même une difficulté à accéder à cause de la présence d'un seul revenu. Et on a quelqu'un qui demande s'il existe une statistique sur le pourcentage de ménages entre propriétaires et locataires. Ça, je pense Oui, que ça doit être le recensement de la population de l'INSEE, mais Manon, tu peux en confirmer. effet, oui, ça fait l'INSEE le donne depuis très longtemps. On a cette statistique à l'échelle de la France, il y a à peu près 2 tiers de propriétaires, 1 tiers de locataires. Par contre, à l'échelle de la métropole, il y a beaucoup plus, c'est 50-50. Il y a beaucoup plus de locataires, ce qui est assez logique en fait. Dans les métropoles, on a toujours une part de locataires qui est plus importante parce qu'il y a beaucoup plus de flux, plus d'étudiants. Voilà, donc il y a une part de propriétaires qui est moindre. Moi, j'avais une question, mais bon, je me demandais ce qui était spécifique à la France dans ces écarts, ou est-ce qu'on retrouve, bon, c'est bien qu'on retrouve un peu ça dans tous les pays, mais est-ce que c'est pas plus marqué en France qu'ailleurs? Est-ce que vous avez... Les inégalités de logement, non, Oui, les inégalités de prix et d'accès. ce qu'on sait qui est très différent d'un pays à l'autre, c'est qu'il y a des parts justement de propriétaires et de locataires qui sont très différentes. Par exemple, en Allemagne, c'est vraiment un pays de locataires et du coup avec des loyers qui sont plus faibles et beaucoup moins de parcours d'accession à la propriété. C'est OK pour des ménages de rester très longtemps locataires, aussi parce que les loyers sont plus faibles en fait. Donc il y a une logique économique, alors qu'à l'inverse, en Espagne, par exemple, on sait que c'est des pays de propriétaires avec des taux de propriétaires qui sont beaucoup plus élevés, qui posent aussi problème d'ailleurs dans des flux résidentiels, dans des fluidités du marché de l'emploi aussi. Oui, bouge moins. On n'a pas regardé spécifiquement la question des inégalités, mais voilà, on sait que ça, c'est des grandes différences, en tout cas, dans les pays d'Europe, sur la part propriétaire-locataire. Ok. Donc, le fait de l'amour des Français pour investir dans la pierre peut expliquer en partie les effets de concentration de la propriété et d'effet sur les loyers, peut-être.
Mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions de compréhension là-dessus? Non? On est bon, donc on peut continuer. Donc, pour voir ce que cette situation d'inégalité peut engendrer pour les ménages occupants, avec Fabienne Picot Ok. de AIH. Alors, je vais partager mon document. Voilà. Vous le voyez, mon document? Oui, oui, on Oui, c'est voit. bon, on le voit. C'est- Alors, j'ai pas- voilà. Donc, je me présente à nouveau. Donc, Fabienne Picot, je suis directrice de la gestion locative pour Alpizer Habitat, que je vais présenter rapidement. Donc, Alpizer Habitat, c'est un bailleur social présent majoritairement sur le département de l'Isère, mais également sur le département du Rhône. Historiquement, on a environ 1000 logements sur le département du Rhône et depuis peu sur le département du Rhin, où par le biais de rachat de patrimoine à un autre bailleur, on est présent sur 2 communes de l'Ain. Mais on est majoritairement présent sur le département de l'Isère. On est présent sur 291 communes de ce département. Et on a une particularité peut-être par rapport aux autres bailleurs isérois, c'est qu'on a une organisation qui est très décentralisée, avec un siège social qui est réparti sur 2 sites, Grenoble et Villefontaine, et un réseau de 7 directions territoriales réparties également sur le département isérois. Vous le voyez sur la carte, il y a Saint-Martin-d'Air, Échirolles, Fontaine, Voiron, Roussillon, Bourgoin-Jallieu et Pont-de-Chéry. Et nos directions territoriales sont des structures relativement importantes puisqu'on y retrouve environ une 60aine de personnes dans chacune d'entre elles. Alpizer Habitat, c'est également 623 salariés, voilà, et donc répartis sur ces 2 sièges et ces 7 directions territoriales. Donc, nos métiers, c'est essentiellement construire, gérer et améliorer des logements locatifs sociaux. On a également des activités annexes, même si elles ont toute leur importance. On construit des foyers, on les confie ensuite à des gestionnaires. Alors, ça peut être des foyers personnes handicapées, on en a un certain nombre, foyers jeunes travailleurs, etc., etc. Il nous arrive de gérer des logements locatifs sociaux pour le compte de tiers. Par exemple, une commune qui aurait un patrimoine de logements sociaux et qui ne souhaite pas en assumer la gestion peut nous confier la gestion de ces logements. On a également une fonction de syndic de copropriété, puisque Alpizer Habitat gère plus d'une 50aine de copropriétés. Et on a également une petite activité de vente de notre patrimoine ancien. On vend moins d'une 40aine de logements par an. On fait également de l'accession sociale de logements neufs. Et maintenant, on a démarré une nouvelle activité de vente en BRS, autrement dit bail réel solidaire. Alors, on en a parlé pas mal parce que c'est une vente où on vend uniquement le bâti et pas le foncier, ce qui permet d'avoir des prix de vente qui sont quand même intéressants pour des personnes qui ont le profil de nos locataires. Voilà. Je ne vais pas y revenir dessus, mais c'était pour faire un petit peu un éventail de nos activités. Donc, le contexte, je rappelle un petit peu le contexte dans lequel on se trouve actuellement. On a eu une succession de crises. Ça démarre avec la crise sanitaire du Covid en 2020, qui a contribué à fragiliser un certain nombre de nos locataires. Puis ensuite, la crise de l'Ukraine, qui a entraîné notamment une crise énergétique avec une hausse importante du coût des énergies et plus largement, on le sait tous, une inflation importante sur l'ensemble des coûts, notamment la nourriture, etc. Alors, les bailleurs sociaux, ils n'ont pas échappé à cette crise. Nous,
nos fonds qui nous permettent de construire et d'améliorer les logements sociaux, ils sont issus du livret A. Alors, pour l'épargnant, qu'on est peut-être chacun, on a vu que les taux d'intérêt du livret A avaient augmenté, on est content, mais pour Alpizer Habitat et puis ses collègues bailleurs sociaux, ces fonds-là servent à financer le logement social. Du coup, nous, ça nous augmente nos taux d'intérêt, ça augmente donc le poids de la dette pour nous. Donc, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. On a eu une ponction de l'État à travers la RLS depuis quelques années, je crois que c'était 2018, qui a fait considérablement baisser nos recettes. Et puis, plus largement, une augmentation des coûts de la construction liée à l'inflation qui s'impose à tous et qui s'impose à nous aussi. Donc, le contexte est assez compliqué pour l'organisme. Et pour les locataires, ben, on en a parlé, c'est aussi compliqué. On a l'inflation globale sur les coûts, notamment des énergies, de l'alimentation. Et pour nous, en tout cas, dans le rapport qu'on a avec nos locataires, ça nous a amené en 2022 à augmenter les provisions de charges par 2 fois dans l'année. Donc, ça faisait extrêmement longtemps qu'une telle situation ne s'était pas produite chez nous. Moi, je ne l'ai pas connue à titre personnel, mais certains collègues se souviennent effectivement qu'au moment de la guerre en Irak, il y avait également une explosion des coûts de l'énergie, qu'on avait dû comme ça, 2 fois dans l'année, ajuster à la hausse nos provisions de charges, notamment de charges de chauffage, pour ne pas mettre les locataires en difficulté lors de la prochaine régularisation des charges. Donc effectivement, l'année dernière, on l'a fait 2 fois, en 2022, en début d'année et en milieu d'année. Et puis, on a refait une nouvelle augmentation des provisions de charges en janvier 2023, cette année. Et en janvier 2023, ce qu'il y a eu également, c'est l'application. Vous savez que nos loyers sont réglementés et on peut augmenter les loyers 1 fois par an en janvier de chaque année à un taux plafonné, c'est le taux de l'IRL. Et cette année, ce taux était de 3,6% et notre conseil d'administration a décidé l'augmentation de 3,6% de nos loyers. Donc, cumulé pour les locataires, c'est vraiment pas négligeable. Du coup, ça a eu des conséquences évidemment sur les impayés de loyer. Alors, si on regarde un peu les 3 dernières années, si on se replace dans la perspective des différentes crises, notamment de la crise Covid, on a eu effectivement une hausse en 2020 des impayés qui a été directement liée à la crise Covid, mais elle a été assez contenue. On était plutôt agréablement surpris, j'allais dire, même si on a fait des choses pour, mais effectivement, donc vous voyez bien que les gens étaient en difficulté, mais ça n'a pas été si catastrophique que ça. Et ensuite, en 2021 et 2022, ces impayés ont baissé. Voilà. Parallèlement, le montant des APL que nous percevons, puisque nous percevons directement les APL, la CAF les verse aux propriétaires bailleurs directement et pas aux locataires. Le montant des APL perçus, en 2022, il s'élève à 34 millions, je parle annuellement, soit une baisse continue depuis 2018. À cette époque, les APL étaient de 38 millions d'euros. Je vous passe voilà, 38 millions d'euros. On voit bien que les appels ont diminué de plus de 4 millions d'euros sur cette période et fort heureusement, les impayés n'ont pas augmenté à cette même proportion. Ça veut dire que les locataires ont compensé. Voilà. Puisque les appels les impayés sont restés relativement stables entre 2018 et aujourd'hui. Voilà, Ce qu'on voit par contre depuis janvier 2023, avec cette hausse cumulée des loyers et des provisions de charges, c'est une augmentation des retards de paiement. Alors, on appelle les retards de paiement les impayés inférieurs à 2 mois. Donc, c'est des, entre guillemets, petits impayés. Il y a une augmentation, mais moins importante, des impayés de 3 à 11 mois. Donc là, c'est des impayés plus conséquents. Et ce qui nous inquiète, c'est que ces impayés-là, un peu plus conséquents, étaient plutôt en baisse depuis plusieurs mois. Donc là, on voit bien que ça remonte. Et par contre, les gros impayés supérieurs à 12 mois, eux, sont relativement stables. Et ce qu'on constate également depuis janvier, c'est une baisse assez importante des appels perçus et qu'on pense liée aux successives réformes de calcul des APL et notamment à la dernière en date qui est la contemporanéisation du calcul des APL
qui fait que tous les 3 mois, le calcul des APL est revu en prenant en compte les recettes des 12 derniers mois des locataires, ce qui provoque, on l'a constaté, beaucoup de ruptures de droits, parce que du coup, tous les 3 mois, les locataires sont supposés ou susceptibles de transmettre de nouvelles informations à la CAF si la CAF ne les a pas de manière automatique. Et parfois, il y a des difficultés sur les dossiers, les pièces ne sont pas transmises, ou un certain nombre de difficultés, et donc ça provoque des ruptures de droits. Alors, une fois qu'on a fait ce constat, eh bien, qu'est-ce que Alpizer Habitat a fait? Alors, il y a une organisation qui a été mise en place pour accompagner les personnes en difficulté d'impayés, ou alors pour éviter que ces personnes n'aient des difficultés. On a complètement modifié notre organisation autour de l'impayé, et ce n'est pas nouveau puisque ça fait à peu près 10 ans qu'on travaille sur cette organisation. Donc aujourd'hui, concrètement, le traitement et la prévention des impayés se fait en direction territoriale, et il y a 3 métiers qui s'y attellent et qui fonctionnent ensemble. Donc on l'appelle chez nous le triptyque de l'impayé. C'est 3 métiers différents: la chargée de clientèle, la conseillère clientèle. Elles sont environ 60 chez Alpizer Habitat. Elles travaillent sur d'autres sujets, la commercialisation des logements, mais elles ont un rôle de prévention de l'impayé. C'est-à-dire, au premier impayé, on demande aux chargés de clientèle d'établir un contact en priorité téléphonique avec le locataire pour comprendre ce qui se passe. Voilà. Parce qu'on estime que quand on démarre un impayé, c'est tout de suite beaucoup plus facile à résoudre que quand on a déjà 2 mois d'impayé de loyer. Donc, un axe fort sur la prévention, le contact, l'aller vers, tout de suite prendre son téléphone et appeler les gens. Le deuxième métier, c'est la conseillère contentieux. Donc là, généralement, c'est quand l'impayé est un peu plus important, le dossier est pris en charge par une conseillère contentieux qui va, là encore, tenter de résoudre le problème de l'impayé avec le locataire, mais tout en poursuivant une procédure contentieuse. Et ensuite, on s'est doté depuis plusieurs années d'un autre métier autour de l'impayé, c'est les conseillères en économie sociale et familiale. Donc, elles sont au nombre de 13 maintenant à Alpizer Habitat. Donc, il y en a plus d'une par direction territoriale, presque 2. Et donc, elles interviennent également en accompagnement des locataires pour travailler, suivre des plans d'appurement, travailler sur un équilibre budgétaire, être là soit effectivement en prévention quand on sent une fragilité à l'entrée dans le logement, ou pour accompagner un locataire où on a mis des choses en place et on veut vérifier que tout se passe bien. Ces 3 métiers qui fonctionnent ensemble, c'est vrai que c'est d'autant plus intéressant. Nos directions territoriales sont en proximité du locataire sur les territoires, ce qui permet effectivement des visites en direction territoriale. On a d'autres métiers qui sont présents sur les quartiers, qui peuvent intervenir, qui travaillent quotidiennement sur les quartiers, qui peuvent, en lien avec les métiers liés à l'impayé, aller intervenir auprès du locataire en disant écoutez, il faudrait rappeler madame X, elle a besoin de vous parler, etc. Donc on essaie vraiment d'être en proximité, d'être au plus près des personnes, des ménages. Donc ça, c'est les mesures organisationnelles. On a également travaillé sur l'amélioration de l'accès aux droits. Alors ça a été notamment un des axes majeurs d'un protocole d'accompagnement de la fragilité économique des locataires qui a été signé en octobre 2020 avec les différentes fédérations représentant les locataires. C'était au moment du Covid, de la crise du Covid, où on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment soit valoriser des pratiques existantes, soit mettre en place des nouvelles pratiques pour faire face ensemble, et on l'a fait avec d'autres bailleurs, faire face ensemble aux difficultés que pouvaient rencontrer les locataires. Donc on s'est dit, il y a quand même quelque chose d'important, c'est favoriser l'accès aux droits. Il y a un certain nombre de droits qui existent, encore faut-il que les locataires sachent que ça existe et qu'ils puissent y avoir accès. Concrètement, ça se passe comment? On s'occupe, nous, Alpizer Habitat, de l'ouverture des droits APL. On a un système de transmission de données numériques entre notre organisme et les CAF qui permet, de manière complètement dématérialisée, d'ouvrir les droits APL donc sans délai, dès l'entrée du locataire dans son logement.
Et je vous en parlais tout à l'heure, avec les différentes réformes qu'il y a eu sur l'APL, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des ruptures assez régulières et récentes de droit. Donc, on a eu des actions spécifiques et individuelles auprès des allocataires qui avaient perdu leurs droits suite au recalcul des aides. On a contacté en 2022 354 ménages avec des actions menées, soit pour transmettre un justificatif de loyer, soit pour expliquer aux locataires ce que la CAF lui réclamait qu'il n'avait pas fourni et l'aider. Enfin voilà, toutes ces démarches pour accompagner le locataire dans l'accès à ses droits APL. On aide également les locataires à monter, enfin on monte d'ailleurs pour eux les dossiers FSL. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, hein, c'est ce qui permet d'avoir une substitution par le département dans le versement du dépôt de garantie. Hein, ce n'est pas le locataire qui le verse, c'est versé par le département, et une garantie financière. Voilà. En cas de difficulté, Alpiser Habitat, mais les autres bailleurs aussi, peuvent mobiliser cette garantie financière qui va venir couvrir sur un certain nombre de mois la dette du locataire. On a joué un rôle également pour l'accès pour les ménages aux différents chèques énergie. On en a beaucoup entendu parler récemment, les chèques énergie mis en place par l'État. Alors, il y a eu un chèque énergie exceptionnel qui a concerné 12 millions de ménages en France. Il y a eu des chèques énergie pour les ménages chauffés au fioul et des chèques énergie pour les ménages chauffés au bois. Alors, évidemment, pour chacun de ces chèques, il y avait une démarche singulière et particulière. Donc, pour les gens arriver à s'y retrouver, c'était quand même assez compliqué. Donc, on a formé nos conseillers clientèle qui réceptionnent les appels des locataires et qui sont en contact avec les locataires pour donner les bonnes informations aux gens et les aider à faire leur demande de chèque énergie. Donc, ça supposait d'avoir un certain nombre de documents, hein, le numéro fiscal du locataire, le numéro du chèque énergie, la facture du fournisseur, les références clients, etc. Mais à partir du moment où le locataire, on l'aidait à se procurer tous ces éléments, on arrivait à faire la demande avec lui sur les sites dédiés. Et enfin, on a joué un rôle aussi, et pareil, vous avez dû en entendre parler, sur les boucliers tarifaires qui ont été mis en place par l'État pour aider les ménages face à la hausse des prix des énergies. Donc, il y a eu un bouclier tarifaire sur le gaz. Donc, pour Alpiser Habitat, on a 3 932 locataires qui en ont bénéficié en 2022. C'était environ 20 € en moyenne par habitant, donc ce n'est pas des sommes extraordinaires, mais il y avait des grandes disparités et ça a pu représenter plusieurs centaines d'euros pour certains qui avaient des factures importantes et un peu moins pour d'autres. Donc là, c'était centré sur le gaz. Alors, c'est des dossiers un peu particuliers parce qu'en fait, ce sont les fournisseurs d'énergie qui montent les dossiers, qui récupèrent les financements de l'État quelques mois plus tard, qui les versent aux bailleurs, et le bailleur les verse après au locataire. Donc, c'est un peu une logistique un peu complexe, mais on y est arrivé. Et on a un bouclier tarifaire qui s'est mis en place là récemment sur l'électricité. Et donc, on devrait avoir des sommes qui vont être restituées aux locataires sur l'année 2023, sachant que le bouclier tarifaire gaz continue également sur 2023. Et tant qu'on peut le faire, on jouera ce rôle d'intermédiaire pour restituer aux locataires une partie de leur facture. Dans ce protocole, dans ce protocole pour accompagner la fragilité économique des locataires, hein, mis en place pendant le Covid, il y avait aussi des mesures, mais je vais passer plus rapidement, pour lutter contre la fracture numérique. On s'est rendu compte qu'on avait quand même un certain nombre de nos locataires qui étaient en difficulté face au tout dématérialisé, au tout numérique. Donc, on s'est engagé. Évidemment, on va, nous aussi, dans le sens un peu du numérique et du dématérialisé, mais à garder des filières différentes pour que les locataires qui ne peuvent pas, qui ne savent pas, qui ne veulent pas avoir affaire à ces technologies puissent trouver quelqu'un avec qui discuter. Voilà. Ce protocole mettait en avant aussi tout le travail qu'on fait sur les accords de paiement et les échelonnements de paiement qu'on propose à nos locataires, puisqu'on en fait assez régulièrement. Lorsqu'il y a un impayé, lorsqu'on a une régule de charge qui est particulièrement débitrice, et on essaye au maximum de s'adapter à la situation individuelle du locataire en utilisant des indicateurs qu'on utilise souvent dans l'habitat social, le taux d'effort et le reste pour vivre. Voilà.
Je vais passer au chapitre « Mobiliser les dispositifs existants ». On a aussi d'autres dispositifs, alors pour certains qu'on avait mis en place il y a quelques années, pour d'autres qui ont été initiés par des intercommunalités. Alors, je vais parler du premier, logement toujours maintien. Peut-être que ça parlera à certains. C'est un dispositif qu'on a démarré il y a une dizaine d'années maintenant, qui était à l'époque expérimental. Plusieurs bailleurs sociaux s'étaient associés pour mettre en place ce dispositif. On a travaillé avec des associations qui font de l'accompagnement des locataires type Relais aux âmes, Oiseau Bleu. Et l'idée, c'était de dire, quand on est face à un impayé, quand on voit que la situation se dégrade et que le risque est que la personne soit expulsée, c'est satisfaisant pour personne. C'est évidemment pas satisfaisant pour le locataire, ça fait des ruptures de vie et c'est des drames à chaque fois. Pour le bailleur, c'est un échec, hein, clairement. Voilà, on n'a pas réussi à accompagner suffisamment le locataire. Et pour la société en général, c'est d'abord un échec. Hein. Enfin, je trouve que c'est un échec. Et en plus, c'est un coût, parce que ça coûte cher. Donc, on s'est dit, plutôt que de payer des chambres d'hôtel à des gens qui se retrouvent à la rue, bah, cet argent, on va le mettre avant pour essayer de maintenir la personne et le ménage dans son logement, en essayant de comprendre sa situation, de s'adapter à sa situation et de mettre en place un accompagnement soutenu, personnalisé, individualisé, dans la dentelle, hein, qui va s'accompagner à chaque ménage. Voilà, et que les bailleurs vont financer. Alors, il y a eu un financement de l'État hein, qui nous a accompagnés, il y a la métro qui nous accompagne aussi, il y a Action Logement qui nous a accompagnés. Donc, on a un certain nombre de partenaires, on n'est pas tout seul. Alors, évidemment, ce dispositif, il n'est pas à l'échelle du nombre de ménages qu'on en a payé. Hein. Chaque année, on accompagne 80 ménages à peu près. Pour Alpes-Isère Habitat, on a 39 ménages qui sont accompagnés annuellement, enfin 39 mesures d'accompagnement, parce qu'un ménage peut bénéficier de plusieurs mesures. Et ça nous a quand même, enfin, les résultats ont été positifs, tant et si bien que ça fait 10 ans qu'il perdure, hein, ce dispositif. Voilà, et qu'on a quand même, ça a permis de maintenir un certain nombre de ménages dans les logements, de rétablir parfois le contact avec des ménages avec lesquels on n'avait plus de contact. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment, quand l'impayé s'installe, le bailleur n'est pas toujours perçu comme celui qui va aider, mais plutôt comme celui qui pose le problème. Et du coup, les ménages coupent le contact. D'avoir un opérateur, un tiers neutre qui peut intervenir et renouer la discussion, c'est parfois assez salvateur. Donc voilà pour logement toujours maintien. On dispose également de la plateforme Logement d'abord, hein, à l'initiative de Grenoble-Alpes Métropole sur le territoire métropolitain, qui permet, enfin qui favorise l'accès sans condition et sans palier au logement, avec toujours hein, la mise en place d'un accompagnement individualisé autour du ménage, sur le logement, mais aussi autour de, enfin voilà, vous connaissez, autour d'autres thématiques que le logement. Donc, Alpes-Isère Habitat y participe. On a relogé un certain nombre de ménages, j'ai plus le chiffre en tête, alors, dans le cadre du dispositif Logement d'abord, et on continuera à le faire. Voilà. Peut-être accélérer un petit peu. Oui, je vais accélérer un peu. Alors, j'ai bientôt fini. Il y a d'autres, pour éviter de mettre les gens en difficulté, il y a un autre accès, on en parle parfois peut-être moins, c'est d'améliorer notre habitat, c'est-à-dire l'habitat qu'on propose, le rendre plus isolé et qui soit moins soumis aux aléas des coûts de l'énergie. Donc, on a une politique d'investissement engagée depuis bien longtemps, depuis les années 80, hein, qui vise à protéger sur le long terme les dépenses des familles en matière de charges de chauffage. Ça veut dire qu'on fait des opérations d'amélioration qui privilégient les mesures d'isolation. On a enfin éradiqué le simple vitrage. On travaille sur les conversions énergétiques voilà, pour faire en sorte d'avoir des énergies plus propres, mais aussi moins chères. Je vais passer vite. Et on a également amélioré la formation du personnel d'Alpes-Isère Habitat à la maîtrise des énergies et aux usages pour mieux accompagner les habitants. On a également prévu, parce qu'on sait que malgré tout ça, il y a quand même
factures de charges qui vont être importantes. Et du coup, on a prévu un espèce de fonds de secours. On n'a pas vraiment voilà, on a appelé comme ça, qui nous permettra la prochaine régularisation de charges si on a des situations trop compliquées individuellement de venir en aide auprès des locataires. Je finirai par des mesures plus conjoncturelles qu'on a prises en 2023, et ce sera ma dernière diapositive. Je vous avais dit qu'en 2023, on a augmenté les loyers de 3,6%, donc c'est vraiment exceptionnel. Depuis que je suis à mon poste, on était sur des augmentations en gros qui se situaient entre 0 et 0,8%, là 3,6%. Alors notre indice de révision des loyers il est directement lié à des coûts d'inflation, donc c'est pour ça qu'il était important. Du coup, on a essayé quand même d'amortir un peu ces mesures. D'abord, on a un travail depuis 3 ans d'écrêtage des loyers atypiques, c'est-à-dire qu'on examine chaque année dans notre patrimoine sur les 30 000 logements, quels sont les loyers qui sont supérieurs à un certain niveau, et hop, on les ramène à un prix au mètre carré, peu importe la valeur, mais voilà, on les ramène. Donc, ça a constitué depuis, c'est la 3e année qu'on fait ça. On a donc touché 1284 logements sur 2020, 2021 et 2022. Et pour Alpizer Habitat, c'est une baisse de loyer de 500 000 € annuellement. Donc, ce n'est pas anecdotique non plus. Et ça, voilà, très concrètement, ça baisse les loyers des locataires qui habitent dans ces logements. Et puis, fin 2022, donc, le conseil d'administration qui a voté les 3,6% d'augmentation de loyer a également voté une mesure d'exclusion. Les bailleurs sociaux n'étaient pas tenus il y avait une disposition qui visait à exclure les logements classés en étiquette énergie F et G de l'augmentation de loyer. Ça ne touchait pas les bailleurs sociaux, mais nous, on l'a fait volontairement. On s'est dit, bon, ces logements-là, ils ont une amélioration énergétique qui est prévue dans les prochaines années. En attendant cette rénovation énergétique, on les exclut de l'augmentation des loyers. Donc, ça a constitué un peu plus de 420 logements qui ont été sortis de l'augmentation annuelle des loyers. Voilà. Bon, la dernière diapo, c'était juste pour vous faire voir l'organisation d'une direction territoriale et représenter schématiquement ce que je vous disais tout à l'heure avec le triptyque, ces 3 métiers, CESF, conseillère clientèle, conseillère contentieux, qui travaillent sur l'impayé de loyer. Voilà. J'en ai fini. Eh bien, merci. Excusez-moi de vous avoir un peu bousculé. Non, mais c'est vrai que on tienne les délais. Il y a beaucoup de choses à dire. Je pense exactement. On s'aperçoit en fait de la démultiplication de tous les leviers qu'il faut actionner autour du ménage pour lutter contre ces impayés de loyer. Et on voit qu'il y en a de multiples, très différents, qui mobilisent des métiers très différents aussi. Donc, je propose qu'on ait un débat. Après, on va poursuivre sur ce type d'intervention avec le CCAS de Grenoble, qui, je pense, fait un peu les mêmes choses dans un autre cadre. Donc, à vous de nous dire comment ça se passe. Bonjour à tous. Du coup, je ne sais pas s'il y a la présentation qui va arriver, Marie, je suppose. Donc, moi, je suis Sarah Bédrossian, je suis coordinatrice d'action sociale au CCAS de Grenoble, dans un service qui s'appelle le Pôle Inclusion Financière. Donc, le CCAS de Grenoble, c'est un gros CCAS, et donc, nous, on est dans une direction qui s'appelle la DASLPP, la Direction d'Action Sociale de lutte contre la pauvreté et la précarité. Et donc, notre service, le Pôle Inclusion Financière, c'est un service qui existe depuis maintenant une dizaine d'années. Il est bien sûr pour les Grenoblois. Donc, voilà, ce que je vais dire, ce qu'on fait particulièrement, c'est pour les Grenoblois. Mais les deux dispositifs dont je vais parler, c'est des dispositifs qui peuvent exister ailleurs. Puisque voilà, je pense qu'il y a aussi des personnes qui ne sont pas concernées uniquement par Grenoble, et de toute façon, il y a la métro. Donc, c'est des dispositifs qui peuvent exister aussi ailleurs, mais je vais parler de ce qu'on fait, nous, précisément. Donc, dans notre service, on a à peu près 8 personnes qui font de l'accompagnement et 3 fonctions un peu différentes avec la chef de service, la secrétaire, et moi sur la coordination aussi des actions et des projets. Du coup, le pôle inclusion financière, on a 2 dispositifs en fait principaux qui sont vraiment interdépendants, puisqu'on a des liens permanents entre ces 2 dispositifs. On a le point conseil budget, donc c'est pour ça que je vous dis que ça existe ailleurs, puisque le point conseil budget, c'est une labellisation de la part de l'État, et du coup, il existe des points conseil budget en fait dans tout un tas d'autres endroits, et sur le territoire métropolitain, il y a d'autres points conseil budget. Ils sont accessibles si vous tapez point conseil budget, vous avez la liste de tous
tous les points conseil budget qui peuvent sortir. Donc, nous, on a été en effet labellisés sur ça, mais ça existe ailleurs. Et on a un dispositif de lutte contre la précarité énergétique qui est très spécifique, nous, pour la ville de Grenoble aujourd'hui, puisque, en fait, la compétence de la précarité énergétique, elle est portée par le département. Donc, on travaille aussi en coordination avec eux. Et dans ce cadre-là, on est labellisé, on est ce qu'on appelle un SLIM, puisqu'on a des financements de l'État pour lutter contre la précarité énergétique. Voilà. Du coup, je vais déjà vous présenter la partie point conseil budget. Donc, en gros, les activités qu'on a dans la partie point conseil budget, c'est vraiment l'aide sur la gestion du budget, donc avec vraiment l'accompagnement éducatif budgétaire des personnes qui seraient vraiment en difficulté pour faire leur budget par eux-mêmes, traiter de ça. Déjà, savoir comment on fait un budget, ce que c'est qu'un budget, parler des dépenses et de capacité de remboursement, de reste pour vivre, de tout ça. On a une majorité, bien sûr, de notre activité qui tourne autour du traitement des dettes. Et donc, voilà, toute dette, ça va être dette de crédit, mais ça va être, du coup, principalement dette de loyer, dette d'énergie. Voilà, j'ai renoté plus loin. Dans le point conseil budget, on a 82% des personnes qu'on accompagne qui ont au moins un impayé. Et sur ça, on a du coup, alors ça viendra bien plus tard les chiffres, mais je vous les donne déjà. On peut revenir en arrière, voilà, sur 44% qui ont un impayé de loyer. Donc, c'est quand même important. Voilà, alors, j'aime bien la distinction de se dire un petit impayé, c'est moins de 2 mois ou plus. Voilà, c'est vrai que nous, on demande toujours au niveau des montants des dettes. Et du coup, on accompagne aussi, enfin, nous, on a vraiment aussi cette vigilance sur la question de la procédure d'expulsion. On questionne toujours les personnes pour savoir là où elles peuvent en être par rapport à leur impayé, le stade de la procédure d'expulsion. On est formés et compétents toutes dans le service pour identifier et expliquer la procédure aux ménages qui ne la comprennent souvent pas, qui ne savent pas où ils en sont. Alors, il y a ceux qui sont très affolés, qui pensent que demain, ils vont être dehors. Il y a ceux qui ne le sont pas du tout et qu'ils pensent que ça ne peut jamais leur arriver, avec aussi quand même un gros changement dans le paysage de l'expulsion en ce moment, avec très peu d'expulsions depuis la période Covid, quelque chose qui a été plus ralenti. Moi, quand je suis arrivée dans le service, on voyait plus de ménages qui avaient des procédures qui arrivaient au bout, ce qui est moins le cas là. On accompagne sur la question du surendettement, qui est voilà, aussi un peu le cœur de notre activité. On est pareil, on va vraiment avoir cette compétence au niveau du diagnostic, de dire oui, est-ce qu'il faut faire un dossier de surendettement, c'est adapté, c'est pas adapté. Des fois, il y a des gens qui viennent avec cette demande-là et en fait, on va trouver d'autres solutions avec eux. Ou alors, les personnes qui ne viennent pas avec cette demande et à qui on va le préconiser. On va calculer la capacité de remboursement selon les barèmes de la Banque de France. Aujourd'hui, nous, on est... Avec la labellisation Point Conseil Budget, on a des liens très réguliers avec la Banque de France. Et en plus, on a une collègue dans le service qui siège à la commission de surendettement. Et ça vient vraiment nous apporter une compétence supplémentaire sur la question du surendettement. Et on est vraiment là sur la préconisation, le montage du dossier et le suivi de la procédure. Donc, on accompagne tout au long de la procédure avec voilà, des fois des cas plus ou moins complexes. On fait tout un tas de conseils aussi autour de l'épargne et des crédits. Et dans ce cadre-là, on a 2 outils. On a un dispositif de micro-épargne accompagnée qui est un peu novateur, qu'on déploie depuis un peu plus d'1 an, où donc, en fait, avec notre partenaire, le Crédit municipal de Lyon, on peut ouvrir un livret d'épargne. Et nous, le CCAS, on va venir abonder ce livret. On va venir rajouter 100 € au bout de 6 mois, 100 € au bout de 18 mois et 100 € au bout de 24 mois. Donc, on rajoute à ça. L'idée, c'est aussi d'arriver à justement pas subir toujours les difficultés financières, mais essayer de mobiliser des toutes petites sommes, même pour l'épargne, des fois 10 €, 20 € pour l'épargne. Et comme nous, on va rajouter 300 € sur 24 mois, ça peut permettre à un moment donné, des fois, de faire face à un coup dur. Ça peut permettre un départ en vacances, pour payer un loisir, pour voilà, des choses un petit peu différentes. Et sur le microcrédit, c'est un crédit qui s'adresse à des personnes qui n'ont pas accès à un crédit bancaire classique. On est là plutôt sur le financement. Là, sur la question du logement, par exemple, ça peut être l'équipement du logement. Voilà, ça peut être, en gros, sur la question du logement, ça va plutôt être ça. En tout cas, on n'est pas là pour le microcrédit, n'est pas là pour payer des dettes ou n'est pas là pour avoir juste de la trésorerie. Il est vraiment pour un projet et c'est une étude d'un dossier. Voilà. Aujourd'hui, dans le point conseil budget, la question du prix du logement, vous n'avez pas du prix du logement et pas du prix du loyer ou pas du prix de l'énergie, mais en fait, le prix du logement, on le voit vraiment avec l'augmentation aussi.
Et la question de l'augmentation du prix de l'énergie dans le budget des ménages, c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est aussi pour ça que voilà, je vais faire la liaison avec la précarité énergétique après. Hein. Mais nous, on accompagne vraiment les ménages aussi dans la pédagogie. Il y a besoin aussi de pouvoir expliquer aux ménages, mon loyer a augmenté. Alors, vous avez dit que les loyers, par exemple, chez Alpizère Habitat avaient augmenté. Mais par exemple, là, quand il y a des augmentations de charges, les gens disent, c'est mon loyer qui augmente. Non, c'est les charges. Et les charges, en fait, c'est le prix de l'énergie. Du coup, d'arriver aussi à expliquer aux ménages ce qui se passe dans l'augmentation qu'ils subissent dans leur budget. Du coup, de pouvoir vérifier tous les droits qu'ils pourraient ouvrir. On a quand même aujourd'hui encore pas mal de gens qui sont dans le non-recours sur la prime d'activité. Alors, la question des APL, donc, est-ce que vous avez bien fait vos déclarations tous les 3 mois? Et je vous explique pourquoi un coup ça baisse, un coup ça monte, ça change, parce que vos ressources, elles changent. Du coup, tous les 3 mois, ça change. Et de pouvoir aussi être dans l'explication de ça, mais surtout de pouvoir faire le recours. Je reparlerai du chèque énergie dans la partie précarité énergétique, mais on est aussi sur les recours chèque énergie en point conseil budget. Bien sûr. Donc, voilà un petit peu pour la partie point conseil budget. La précarité énergétique, elle prend beaucoup d'ampleur pour nous ces derniers temps. Donc vous pouvez revenir en arrière. Hop. Voilà. Donc, on a en fait le fonctionnement de la plateforme, il va fonctionner avec un réseau de repérage. Donc, ça peut être la personne elle-même qui nous sollicite, mais c'est quand même pas du tout la majorité des cas. Aujourd'hui, 60% de nos orientations, elles viennent de la part de GEG, le fournisseur d'énergie à Grenoble, avec qui on a une convention de partenariat depuis plusieurs années. En fait, toutes les personnes qui passent au service recouvrement, s'ils expriment une difficulté à payer leurs factures, s'ils trouvent que c'est trop cher, qu'ils ne comprennent pas leur consommation, qu'ils ne comprennent pas leurs factures, il leur est proposé que le CCAS de Grenoble puisse les rappeler. Et nous, du coup, on les rappelle, on fait un point avec eux et on peut leur proposer soit un rendez-vous dans le cadre du point conseil budget, soit dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique pour expliquer, éventuellement réaliser une visite à domicile, ce qu'on pourra avoir après. Mais en tout cas, c'est un partenariat qui est vraiment précieux pour nous parce que on a des gens qui arrivent par le biais de GEG qui n'ont aucun accompagnement social, qui sont passés un peu au travers de tout. Et en fait, qu'on arrive aussi à avoir, par le biais d'une facture d'énergie qui a été trop importante. Pour GEG, c'est aussi une opportunité d'avoir des fois une réponse un peu différente parce que les gens, ils ne sont pas contents, ils sont impayés. En ce moment, la fin de la trêve hivernale est arrivée. Il y a une politique de coupure. Ils font leur travail aussi commercial de recouvrement. Du coup, ils proposent aussi quand même l'accompagnement du CCAS pour qu'on puisse rechercher des solutions sur la question de l'impayé, sur la question des factures, comment on peut arriver aussi à anticiper et à gérer ça. Nous, ces rapports, ils nous permettent aussi de négocier avec eux sur des plans d'apurement un peu plus longs, sur la recherche de solutions. Donc ça, c'est un partenariat qui est vraiment précieux. Et après, on a tout un tas d'autres réseaux de repérage avec le département, les bailleurs. On fait aussi des actions collectives autour des consommations d'énergie. Et par le biais de ces actions collectives, il y a des gens qui viennent du coup nous voir en individuel. Donc voilà, ça c'est un petit peu la partie repérage. Et après, on va pouvoir qualifier est-ce que c'est de la précarité énergétique ou pas. Alors, je ne sais pas si tout le monde parmi l'auditoire est familier avec cette question-là. La précarité énergétique, c'est s'il y a une sensation de froid dans le logement, s'il y a de la privation pour un ménage qui va se priver en raison du coût de l'énergie, il peut être en situation de précarité énergétique. Il y a une question du coût de l'énergie, donc on parle d'un taux d'effort énergétique. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui probablement sera amené à évoluer parce qu'avec l'augmentation du prix de l'énergie, le taux d'effort, il flambe et on a potentiellement une large frange de la population qui va avoir un taux d'effort énergétique à plus de 8%. Et ça peut être un problème de bâti, une question de surconsommation. Donc, en fait, quand les signaux d'alerte, c'est j'ai froid dans mon logement, je consomme trop, je ne comprends pas. Et à partir de là, en fait, nous, on peut intervenir. Et donc, on peut proposer, en fait, une visite dans le logement que je détaillerai juste après, une visite sociotechnique ou un rendez-vous dans notre service si c'est juste une question de facture, des fois, voilà. Et suite à cette visite, on peut proposer de l'accompagnement renforcé et c'est pareil, je le détaille juste après. Donc, les visites sociotechniques, on peut passer, voilà. C'est donc le premier motif des gens qui viennent nous voir, c'est vraiment les factures. Donc, on parle là du coût du logement et on est vraiment là-dedans, c'est les factures sont trop importantes, la régularisation de charges de mon bailleur a été trop importante et je ne comprends pas, moi, je n'ai pas l'impression que je consomme plus, il y a un problème chez moi. Donc, nous, on va venir et en gros, voilà, il y a trois grandes parties dans la visite sociotechnique. On fait l'état des lieux du logement.
On peut faire des relevés de consommation. On va pouvoir, grâce à notre partenariat avec GEG, récupérer les factures d'énergie, récupérer les régularisations de charges quand c'est possible, les factures d'eau, et vraiment analyser cette partie des consommations pour déjà pouvoir dire au ménage, est-ce que vous êtes en sous-consommation, surconsommation, est-ce que c'est à peu près normal? On a quand même des moyennes. Maintenant, ça reste indicatif et ça ne peut pas être juste à partir des chiffres, ça va venir à partir de ce que les gens nous disent, c'est-à-dire, non, mais en fait, moi, je me prive et le ménage, il est en surconsommation. Là, en fait, il y a un souci. Ou la consommation est normale, mais en fait, si le ménage, il se prive, ça veut dire que s'il ne se privait pas, il serait en surconsommation et qu'il y a un problème aussi au niveau du logement et du bâti. Donc, on va analyser toute cette partie consommation, expliquer les factures. Là, c'est pareil, il y a un travail pédagogique. Des fois, les gens, ils ont des options qu'ils ne savent même pas, ils ne savent pas, voilà. Ils ont des options heure pleine, heure creuse qui ne sont pas adaptées. Du gaz que pour cuisiner, et en fait, ça nécessite un abonnement, enfin, le prix du gaz. Donc, en fait, on a aussi ce rôle-là de conseil. On va regarder les températures dans le logement, le taux d'humidité, est-ce qu'il y a des moisissures, est-ce que le logement il est isolé. On fait le point sur les appareils présents dans le logement et sur l'usage de ces appareils-là. Et du coup, en fait, avec ça, on va pouvoir donner des conseils. Et les conseils qu'on va pouvoir donner, c'est voilà, sur l'utilisation des équipements, le chauffage, les températures de chauffe. Alors, c'est vrai que cet hiver, on a beaucoup parlé de sobriété énergétique et c'était un sujet qui parlait beaucoup plus aux gens cette année que les années précédentes. Les années précédentes, quand on demandait à combien fallait se chauffer, si on avait entre 18 et 25, on pouvait avoir un petit peu de tout. Cette année, on a tous entendu qu'il fallait chauffer à 19, donc c'était aussi des choses qui sont plus rentrées dans les habitudes. Et du coup, on va pouvoir installer des petits matériels économes. Donc ça va être au besoin, selon ce qu'on voit pendant la visite. C'est-à-dire, on a un sac pour mesurer le débit de l'eau. Si on voit que le débit est important, on va pouvoir installer un mousseur. On va pouvoir installer une douchette économe. Sur l'électricité, si ce n'est pas des ampoules LED, on va pouvoir en fournir une multiprise avec un interrupteur, fournir des bas de porte pour les courants d'air, des joints pour les portes et fenêtres. Et on va vraiment associer les conseils à ça. Mais ça, c'est pour la partie sur laquelle le ménage il peut avoir une action à lui. Donc, on va déjà pouvoir lui donner des conseils pour lui, sur lui, ce qu'il peut faire pour être acteur dans son logement. Mais après, il y a des choses qui vont relever du logement. Et là, on va passer sur l'accompagnement renforcé. Juste du coup, sur les chiffres qui étaient avant, il y avait quand même 60% des visites sont réalisées dans le parc social. Et du coup, sur la partie accompagnement renforcé, on est sur 90% des ménages l'an dernier qui ont bénéficié d'un accompagnement renforcé sur 200 visites qui ont été réalisées en 2022. Ouais. Donc, sur l'accompagnement renforcé, du coup, on est donc sur l'accès aux droits. Là, c'est vraiment toujours, on vérifie, est-ce que les droits sont bien ouverts. Sur le chèque énergie, on a un gros travail de recours de chèque énergie, puisque du coup, le chèque énergie, ça a été pensé pour qu'il n'y ait pas de non-recours, pour que ce soit automatique. Sauf que pour que ce soit automatique, il y a quand même tout un tas de petites cases à cocher. Avoir fait sa déclaration d'impôt dans les temps, avoir été dans un logement à telle date. Et du coup, nous, on va vérifier ça. Est-ce que les gens ils auraient eu droit au chèque énergie et faire les recours avec eux? Donc ça fait partie de ce qu'on fait, comment on l'utilise. Des gens qui l'ont jeté à la poubelle pour en avoir un autre parce qu'ils pensaient que c'était de la pub. Donc, on a cette partie-là dans l'accompagnement renforcé. On va avoir toute la partie qu'on peut faire sur le point conseil budget, la négociation avec GEG dont je parlais tout à l'heure avec une collègue qui est au service recouvrement toutes les semaines. On a la question de la médiation avec les bailleurs qui prend quand même pas mal de place dans l'accompagnement. Aujourd'hui, suite à une visite, on produit un rapport. Et ce rapport-là, si le ménage il est d'accord, on peut l'envoyer à son travailleur social, on peut l'envoyer à son bailleur. Et on peut l'accompagner dans la rédaction d'un courrier pour son bailleur en disant, voilà, nous, on a pu constater dans votre logement que il y avait ça, ça et ça. Est-ce que vous pourriez intervenir sur, voilà, la chaudière, elle dysfonctionne. Nous, on l'a constaté. Est-ce que c'est possible d'intervenir sur la chaudière? Est-ce que c'est possible d'intervenir j'ai eu un ménage en plein été où les robinets thermostatiques des radiateurs étaient cassés et on ne pouvait pas éteindre le radiateur. Et du coup, on chauffait alors que c'était l'été. Et c'est vrai que le courrier qu'on a pu faire avec le ménage, il a permis à ce que le bailleur il intervienne. Le ménage est en difficulté pour solliciter son bailleur aussi directement, mais voilà, le fait de l'avoir constaté, ça a aussi permis ça. Quand nous, on arrive un peu au bout de ce qu'on arrive à faire, on oriente vers la DIL qui peut prendre la suite aussi sur la médiation avec les bailleurs. Il y a des fois où il n'y a pas vraiment de solution dans le logement, donc on va accompagner vers la mutation. Donc on peut aussi en tout cas accompagner le ménage dans les démarches. Nous, on n'a pas de solution sur la recherche de logement, et voilà, mais accompagner dans les démarches. On a été
On a fait des visites aussi avec le service santé environnement de la ville de Grenoble pour être aussi plus formés et avoir une vue sur le repérage de la non-décence. Donc, quand il y a des infractions au règlement sanitaire départemental, nous, on va avoir cette vigilance-là et de dire, bah, là, vous voyez, c'est une infraction, il y a des moisissures dans votre logement, l'humidité, il n'y a pas de ventilation, et du coup, de pouvoir faire intervenir l'ADIL et les techniciens du service santé environnement. On a un fonds d'aide au CCAS sur la précarité énergétique pour, par exemple, voilà, ça peut être pour des factures, mais ça peut être aussi pour changer un équipement très énergivore dans un logement ou pour accompagner des propriétaires vers des travaux. Donc, voilà, et le lien avec Solia sur la question des propriétaires. Aujourd'hui, une grande partie de ce qu'on fait dans l'accompagnement renforcé tourne quand même beaucoup autour des chèques énergie et des factures d'énergie. Avec l'augmentation du prix, on ne va pas parler d'économie en euros, on va parler d'économie en kilowattheure. Les gens, on leur demande de faire des efforts, on leur conseille de faire des efforts pour essayer c'est pas essayer de payer moins, mais essayer de maintenir en fait le prix de sa facture pour pas que ça augmente. Donc, c'est vrai que c'est pas facile. Et puis, il y a la question de, voilà, les gens sont amenés à se priver de plus en plus au niveau du chauffage parce que justement, dans le budget, les autres charges, elles n'ont pas baissé. Et c'est vrai que c'est pas évident d'accompagner les gens face à cette augmentation-là pour concilier le confort, le budget, et voilà. Et nous, on essaie vraiment d'arriver à trouver tous les rouages possibles entre ce qu'ils peuvent faire eux comme effort, ce qu'il existe comme aide et comme droit auquel ils peuvent prétendre, et puis comment on peut les accompagner sur l'aspect budgétaire. Donc voilà. Et pour terminer, quelques chiffres clés. Donc l'an dernier, on a fait 200 visites et 1200 rendez-vous dans le cadre du point conseil budget précarité énergétique à notre service. Sur le taux d'impayé, vous voyez, sur la précarité énergétique, on a 57% des personnes qui ont au moins un impayé, alors qu'en point conseil budget, on a 82%. On a 60% de nos ménages qui sont bénéficiaires du chèque énergie. Pour vous donner une idée, GEG nous a donné les chiffres. Sur Grenoble, uniquement Grenoble, il y a 17 000 personnes qui sont bénéficiaires du chèque énergie et un taux d'utilisation seulement de 80%. Donc, on a 20% des gens qui sont fléchés, qui devraient avoir droit au chèque énergie et qui aujourd'hui ne l'utilisent pas. Ça ne compte pas les gens qui n'ont pas le chèque énergie alors qu'ils devraient l'avoir. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a tout ce travail à faire. Voilà, on a donc 51% des personnes qu'on reçoit, c'est du parc social, 23% du parc privé et des propriétaires, quelques personnes émergées dans le cadre du point conseil budget aussi. En tout, ça représente 820 personnes différentes. Et on a réalisé 35 actions collectives entre le point conseil budget et la précarité énergétique l'année dernière pour essayer aussi de mobiliser, sensibiliser différemment sur l'explication de factures. On a un jeu autour de la précarité énergétique qui s'appelle Économe, qui est assez ludique, qu'on fait voilà, lors de petits déjeuners dans les maisons des habitants ou avec des partenaires. On va en faire avec Actis, là, par exemple. Et c'est vrai que ça permet aussi d'aborder ces sujets de manière collective et de repérer aussi des ménages différents. Voilà, merci pour votre écoute. Eh bien, merci beaucoup pour ces éclairages. Est-ce qu'on a des questions sur tout ça? Voyons voir. Alors, s'il y avait une question sur le FSL, si je me souviens bien. Oui, alors je crois que Oui, je me suis elle a permis été d'envoyer répondue. pendant l'intervention de ma collègue, j'ai d'accord. cherché le lien avec le règlement intérieur du FSL parce que du coup, c'est assez complexe et ça me semblait compliqué de. Et puis, j'en maîtrise pas toutes les modalités pratiques. Donc, le règlement intérieur est sur le net. Donc, voilà, j'ai copié le lien pour que la personne puisse s'y référer et il y aura toutes les aides du FSL, dont la garantie financière, avec tous les détails d'application. Très bien, merci. Il y a d'autres demandes de précision sur... non. Oui, il y avait une remarque question pour le CCAS de Grenoble, savoir si le CCAS met en place, dans le cadre de la prévention des expulsions, l'arrêté anti-mise à la rue pris par le conseil municipal de la ville de Grenoble le 25 octobre 2022, qui a interdit l'exécution d'une expulsion sans qu'il y ait une solution effective, décente et adaptée de logement ou le cas échéant d'hébergement. Alors, du coup, je ne vais pas avoir une réponse complète à faire sur cette question-là, parce que c'est une disposition qui a été prise par la ville de Grenoble et ça paraît pareil, mais la ville et le CCAS, on est bien deux entités différentes.
Donc, en tout cas, en fait, dans le cadre de la demande des octrois de concours de la force publique qui est faite par les bailleurs, donc quand on arrive au terme de la procédure d'expulsion, le bailleur demande à la préfecture l'octroi du concours de la force publique. Et le préfet fait une enquête à ce moment-là et sollicite du coup les services de police qui convoquent les personnes au commissariat pour les interroger, mais sollicite aussi un moment les services de la ville. Et du coup, aujourd'hui, je n'ai pas de réponse à vous apporter, mais je sais que c'est à ces services-là de répondre selon cet arrêté. Nous, on est vraiment là plutôt sur la question de l'explication de la procédure. Enfin, nous, on n'a pas notre mot à dire, entre guillemets, à ce sujet-là, mais on est plutôt sur l'explication de la procédure, le suivi. Par contre, on travaille avec les bailleurs. Vraiment, on appelle les bailleurs, on appelle les personnes du recouvrement pour voir avec les personnes, selon le stade de la procédure, qu'est-ce qu'on peut encore faire. Et des fois, c'est la remise des clés, et des fois, il n'y a pas d'autre solution. Et nous, on va amener, en tout cas, on va conseiller, on va préconiser, et on n'a pas non plus un pouvoir là-dessus. Mais, et des fois, on va pouvoir négocier un plan d'appurement, on va pouvoir trouver des solutions. Mais sur la question de l'arrêté, c'est quelque chose qui est géré côté ville et je n'ai pas de réponse à vous apporter à ce niveau-là. Et juste, du coup, peut-être que je peux me permettre, Francine, Oui. de rebondir tant qu'on est à la question des expulsions pour vous Oui. annoncer un peu en Oui. avant-première le prochain 12-14 qui sera un peu particulier dans le sens où cette fois-ci, il se fera en présentiel le 13 juin et il portera justement sur la prévention des expulsions. Voilà, donc le 13 juin, vous pouvez d'ores et déjà noter dans vos agendas, donc entre midi et 2, à la Maison des associations de Grenoble, le prochain 12-14. Voilà. Alors moi, j'avais 2 types de questions, un peu à tout le monde. Tous ces accompagnements, tous ces fonds, toutes ces aides qu'on voit que tout le monde se mobilise pour laisser les gens dans leur logement et qu'ils arrivent à le garder, en gros. Quelle est l'implication des collectivités locales et quel est le partage des coûts, si on peut parler comme ça? C'est-à-dire, est-ce que chacune dans votre travail, vous pouvez capter des aides? J'ai entendu qu'il y en avait de la métro, du département. Je sais pas comment se passe un peu ce partage des surcoûts ou des interventions que vous conduisez et avec qui? Je peux peut-être commencer. Alors, ça dépend des dispositifs, ça dépend de leur implantation aussi territoriale. Je peux vous parler de logement toujours maintien, puisque c'est un dispositif, oui, logement toujours maintien, c'est un dispositif qui avait été initié plutôt par les bailleurs, construit par les bailleurs, et puis après on a agrégé des partenaires. On a démarré sur un nombre de mesures assez peu important. Il me semble, mais je n'étais pas à l'origine du projet, que l'État avait dès l'origine financé pour partie le projet. Qu'ensuite, on a produit des rapports, des bilans d'intervention, que GAM s'y est intéressé, que le constat a été fait qu'on avait beaucoup quand même de personnes accompagnées qui étaient sur le territoire métropolitain et que ça participait à une politique que voulait accompagner la métro. Donc la métro est rentrée dans le financement et qu'on avait aussi, après, c'est fonction des profits des ménages, et qu'on avait une partie des ménages qui étaient plutôt des ménages salariés. Ça a intéressé Action Logement qui voulait le valoriser dans sa politique de prévention des expulsions, parce qu'ils ont aussi des actions. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va intéresser, entre guillemets, des financeurs. Voilà, mais ça dépend des politiques mises en avant sur le moment, ça dépend de l'implantation des. Je n'aurais pas une recette miracle, mais il y a quand même des thématiques qui fédèrent. Mais elles répondent présentes quand même, ces collectivités locales. Ou est-ce qu'à votre avis… on voudrait toujours plus, mais en règle générale, elles répondent présentes. Oui. Oui. C'est l'affaire de tous. Oui, c'est l'affaire de tous. Je pense que les communes sont quand même accompagnent leurs administrés. Oui. Je ne peux pas dire, je n'ai jamais constaté un désintérêt quand même pour ces thématiques-là. Le CCAS
Bah, nous, on est directement une collectivité, donc Oui. je peux vous dire que la collectivité, voilà, elle Ouais. donne vraiment à avoir sa motivation, puisque notre service, il est en plein développement. Enfin, voilà, le service, il a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, ben, le nombre de diagnostics qu'on fait, il augmente continuellement. On a fait 200 diagnostics l'année dernière, on était à 170 l'année d'avant. Il y aurait un objectif d'en réaliser 250 cette année. Voilà, c'est aussi un souhait politique de mettre les moyens pour aller de l'avant. Bien sûr, on est toujours à rechercher des financements extérieurs et des financements de l'État notamment, par le biais des labellisations qu'on peut avoir aussi, donc entre Point Conseil Budget et SLIM. C'est des fonds, du coup, après qui nous sont donnés par rapport voilà, à ce qu'on fait, aux missions qu'on réalise. Et après, on conventionne aussi avec des partenaires de terrain pour rechercher aussi des financements sur des acteurs locaux. Mais en termes de l'investissement de la collectivité, aujourd'hui, au vu du développement de notre service, il est réel et avec le choix vraiment de pouvoir accompagner les Grenoblois sur ces difficultés au niveau du logement et au niveau des difficultés financières. Ok. Et peut-être rajouter, si je peux rajouter, parce que j'y ai pensé, traditionnellement, les communes sont impliquées, on va dire, au quotidien. On a un certain nombre de communes sur lesquelles existent des commissions impayées qu'on tient en collaboration bailleurs communes, parce que nos locataires sont les administrés des communes, donc on a les mêmes soucis, enfin on a les mêmes soucis, on suit les mêmes familles finalement. Donc, et ça fonctionnait assez bien, c'est-à-dire de mobiliser ensemble, de se mobiliser ensemble par rapport aux locataires, voilà, lui faire voir qu'on était plusieurs à accompagner, qu'on avait conscience de ses difficultés. Souvent, ça donnait pas mal de résultats. Alors après, des fois, selon les préoccupations du moment, elles ont été plus ou moins présentes. Après, on les a un peu oubliées, puis après, on les a remis au goût du jour. Bon, voilà, mais ça fonctionne quand même dans un certain nombre de communes assez bien depuis longtemps. Et du côté de l'AURG, est-ce que ce coût, comment dirais-je, est-ce qu'on peut mesurer la masse de moyens que représentent tous ces dispositifs pour corriger des inégalités sociales importantes dans le logement? On a dit qu'elles sont quand même particulièrement marquées en France. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais de politique de logement, de partage entre propriétaires, locataires, de je ne sais quoi. Mais parce que tout ça, ça mobilise des moyens supplémentaires pour lutter contre des loyers ou un coût du logement trop élevé. Est-ce qu'on a une idée là-dessus? Je n'ai pas analysé Il n'y a pas de spécifiquement conflit. les finances des collectivités publiques et leur évolution sur la question du logement. Ce qu'on peut quand même dire de manière générale, c'est que quasiment l'entièreté des politiques publiques des intercommunalités pour l'habitat, elles sont pour lutter contre les inégalités. Quand on regarde aussi bien les enjeux de réhabilitation des logements avec les précarités énergétiques qu'on a largement augmenté, tout ce qui est financement du logement social, ce que financement de l'accession sociale dans certains quartiers. Enfin, on voit bien toutes les questions de politique de la ville. On est plutôt sur des politiques publiques qui, dans leur ensemble, tentent de corriger les inégalités liées au logement. Oui, mais justement, on pourrait se demander, mais bon, je fais un peu l'avocat du diable, mais par exemple, dans le cadre du nouveau PLH, est-ce que l'enjeu, il n'est pas plutôt d'essayer d'amoindrir ces surcoûts ou ces coûts qui s'envolent, plutôt que de venir suppléer en rajoutant de l'argent après? Mais bon, je sais que c'est compliqué. Pour le coup, là, le gros enjeu du PLH, parce qu'effectivement, on peut en dire un mot, il est en cours d'élaboration, donc rien n'est encore acté politiquement, mais les enjeux qu'on met sur la table, c'est qu'il y a des besoins beaucoup plus importants en réhabilitation qu'il pouvait y avoir auparavant, avec des besoins plus importants, et surtout la loi climat et résilience avec l'interdiction de mise en location de logements progressivement, et de manière générale, une baisse des besoins en logement liés à la démographie qui pose beaucoup plus fortement qu'auparavant, que lors du PLH précédent 2017-2022, la question de la réhabilitation. Pour autant, dans la métropole, il y a quand même beaucoup de moyens qui sont mis sur la réhabilitation, plus que dans les autres EPCI d'Isère, qui n'ont pas aussi les mêmes moyens financiers. Et on voit que c'est des politiques qui sont pas si efficaces que ça. Les politiques d'acquisition-amélioration, par exemple, pour produire du logement social non existant,
on n'atteint pas du tout les objectifs qui sont fixés dans le cadre du PLH et qui pourraient paraître pas si ambitieux que ça, mais c'est qu'on voit bien que toutes les politiques publiques ne sont pas encore si bien calibrées que ça pour intervenir massivement dans l'existant. Donc, ça s'améliore hein, de plus en plus, ces dispositifs, ils s'affinent, mais je dirais pas la tendance, il n'y a rien d'acté politiquement, donc je ne peux pas vous donner une réponse, mais on voit bien que dans la métropole, mais aussi dans les autres pays du Sud Isère, le Pays Voironnais, le Grésivaudan qu'on accompagne, les élus, ils ont plutôt perçu l'urgence qu'il y a autour du logement et les enjeux de réhabilitation. Oui, d'intervenir à plus mettre en plus amont, de quoi, sous, quoi. disons, Ouais, sur le coût du logement ou des charges. ouais. Ok. J'avais aussi, oui, donc comment tout ça s'agence? Parce que j'imagine que quand même, je vois que le CCS accompagne 51% des logements du public, des locataires du public. Non, 51% des personnes De accompagnées ceux que vous sont dans le recevez, public. pardon, de ceux que vous recevez sont Oui. locataires du public, pardon, je me suis mal exprimée, mais ce qui me frappait, c'est que je me dis que tous les bailleurs ont des dispositifs plus ou moins semblables ou plus ou moins d'ampleur, mais ils les ont à peu près tous. Donc, est-ce que c'est les gens qui sont accompagnés, ils sont aussi accompagnés par les bailleurs, alors qu'en fait, on voit que dans le logement locatif privé, où il n'y a pas ces supports que peuvent avoir les bailleurs pour aider leurs locataires, il y a que 29%. Donc, comment tout ce public, en fait, est-ce qu'il va à tous les guichets? Voilà, est-ce qu'on a chacun les siens ou est-ce qu'on se partage, on se met tous autour? Ça, c'était la première question. Et puis, au niveau des intervenants, pour le coup, des agents, des salariés, est-ce qu'il y a des contacts? Est-ce qu'il y a pour se partager des pratiques, je ne sais pas. Comment tout ça se partage? Voilà. Alors, du coup, en fait, aujourd'hui, au niveau des bailleurs, on ne peut pas dire qu'on fait la même chose. La partie visite socio-technique, alors les conseillers de patrimoine, ils vont voir les logements, mais ils vont voir le logement avec leur œil conseiller de patrimoine. Nous, on va voir avec notre œil de travailleur social et aussi vraiment focus sur la question de l'énergie. Donc, Ils ont des par travailleurs exemple, voilà, sociaux aussi quand même, oui, les bailleurs. mais qui vont pas les visites, en tout cas, à ma connaissance, ils font pas le même genre de visite que ce qu'on fait nous, et ça a vraiment pour objectif d'être complémentaire puisque nous, on se met en lien avec les bailleurs. On prévient les bailleurs en amont de la visite qu'on va D'accord. faire. Si d'ailleurs, des fois, ils ont des choses à nous dire avant la visite au préalable, et ben, c'est toujours un plus parce qu'on a des informations des fois sur des choses qui peuvent se passer. Et en retour, si le ménage est d'accord, et dans la grande majorité des cas, il est d'accord, on va envoyer le rapport au bailleur. D'accord. Après, donc, on a aussi des bailleurs qui sont plus ou moins présents sur le territoire, nous, vraiment que Grenoble. Aujourd'hui, principalement, c'est avec Actis qu'on travaille sur Grenoble. Et avec Actis, on a vraiment un process où ça a créé une réclamation dans leur logiciel pour que les conseillers de patrimoine soient bien au courant. On va vraiment se mettre en lien avec eux, travailler avec eux. Et en fait, c'est vraiment complémentaire. On fait pas la même chose. Nous, on va faire une action à un moment donné qui peut déclencher d'autres actions de leur côté, mais chacun a son expertise, point de vue bailleur et point de vue CCAS. Ce qui peut aussi arriver, c'est que les gens ils mobilisent directement et le bailleur parce qu'ils veulent des travaux, une intervention, et nous en disant ça va aider et voilà. Ça peut arriver aussi qu'on ait des gens qui sont en pleine rupture avec leur bailleur et quand ils viennent nous voir, ça permet aussi de recréer du lien en disant vous voyez là, c'était compliqué, mais nous, on va essayer de voir avec votre bailleur et on recrée ce lien-là. Donc, du coup, on est plutôt aussi vraiment dans la cohérence et la remise en lien. Sur la partie recouvrement, c'est pareil, on est en lien avec les conseillères des services recouvrement. On est en lien pour... Voilà, nous, on a un point de vue budget qui, des fois, c'est plus difficile de dire certaines choses à son bailleur parce que on a une dette auprès de lui. Donc, on veut bien faire, on veut peut-être pas... il ne va peut-être pas y avoir la dimension surendettement parce qu'on peut avoir, les gens, des fois, ils peuvent avoir des craintes vis-à-vis de leur bailleur. Nous, on va se remettre en lien pour aussi dire, voilà, des fois, la réalité de ce que les gens, ils n'ont pas dit ou c'était compliqué. Donc, on est vraiment plutôt sur se mettre en cohérence et en complémentarité. Et c'est pas du tout, on ne fait pas la même chose, quoi. Je ne sais pas si Fabienne, vous voulez compléter. Oui, je souscris complètement. Et puis là encore, c'est une question de territoire, c'est-à-dire que sur Grenoble, les gens, effectivement, ils ont peut-être le choix d'aller vers l'un ou l'autre, d'aller vers les deux, ou voilà. Mais il y a des territoires où Il n'y a pas. il n'y a pas. Donc là,
Voilà. Bon, ils Ok. prennent la personne qu'ils ont en face qui est présente, ça peut être leur bailleur, ça peut être, je sais pas, la commune, si la commune est active sur le sujet, etc. Oui, Parfois, le choix n'y est pas, quoi. oui, bien sûr. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a des réactions dans ceux qui nous écoutent? J'ai vu qu'il y avait une question dans le chat. Ouais, c'est ce que j'allais dire, une question de Vas-y. René Ah, qui voilà. était Oui. exactement pour toi, je pense, Ah plutôt, oui, sur la exactement. question des données et si tu avais connaissance alors soit de données, je pense, quanti ou bien même quali ou d'enquêtes qui auraient été faites sur la question de la mobilité pour les personnes modestes dans le parc HLM. Alors, ce qui est évident, ce qu'on voit effectivement dans ce que je vous ai présenté, c'est qu'on voit bien que les locataires du parc HLM, ils ont beaucoup moins le choix d'un point de vue purement financier, vu qu'ils ont moins de ressources dans leur choix, dans l'implantation, le type de logement et les communes d'implantation qu'ils peuvent avoir dans la métropole, aussi bien en termes des termes locatifs que d'acquisition. Après, sur la mobilité des ménages, en fait, on a des données de l'INSEE sur les migrations résidentielles, mais dans lesquelles il n'y a pas les revenus. On sait qui est mobile en termes de composition familiale, en termes d'âge, etc., mais on n'a pas les revenus. Donc, on peut quand même croiser et on sait bien que les revenus, les ménages modestes, ils bougent beaucoup moins que les ménages plus aisés. Après, ce qu'on voit dans les données, c'est que nous, de loin, le premier critère de mobilité des ménages, c'est l'âge, en fait. C'est on déménage finalement beaucoup entre 20 et 40 ans. Au début, à partir de 18 ans, 20 ans plutôt pour les études. Ensuite, fin vingtaine, début trentaine plutôt pour s'installer en ménage avec souvent un peu des ruptures, mais que en gros, le gros des mobilités, elle se fait avant 40 ans et ce qui est le gros de la demande en logement, en locatif comme en accession sur un territoire. Et après, il y a un petit pic au moment des retraites, mais qui est quand même beaucoup, beaucoup plus faible que le gros des flux qui se fait avant 40 ans. D'accord. Avoir une perspective un peu globale de qu'est-ce qui compose là-dedans en logement. Ok. Et peut-être juste une dernière question alors posée à l'ensemble. Est-ce que vous êtes arrivé à faire reconnaître des situations d'indécence et ou d'insalubrité du logement dans le logement social et donc, si c'était le cas, avec qui avez-vous pu faire ces démarches? Alors, il y a une précision, particulièrement lorsque le logement social et le service compétent des diagnostics dépendent de la même échelle administrative. Donc, je pense que du coup, la question s'adresse plutôt à Fabienne et à Sarah. Alors, nous, forcément, on ne fait pas de démarche pour faire reconnaître nos logements, mais nous n'avons pas de logement indécent ou insalubre. Donc, voilà. Bon, c'était une petite blague. Mais théoriquement, blague mise à part, je ne suis pas sûre que ce soit dans le logement social qu'on trouve le plus de logements indécents ou insalubres. Voilà. Après, il y a toujours… Plutôt au CCAS, peut-être. Alors du coup, dans le logement social, on ne parle pas de non-décence. Par contre, le service santé environnement, il peut quand même intervenir pour repérer des choses et écrire au bailleur pour essayer de faire que le bailleur il puisse intervenir. La procédure de non-décence, elle ne peut pas aller à son terme sur la consignation des APL, par exemple, puisqu'on ne peut pas aller là-dessus sur le parc public. Mais par contre, ça n'empêche pas de pouvoir relever des infractions au règlement sanitaire départemental par le service santé environnement, qui peut quand même montrer au bailleur voilà, les défauts qu'il peut y avoir dans le logement. Voilà, nous, on ne se limite pas en disant bah, là, en fait, c'est un logement social, on voit qu'il y a des difficultés. On va d'abord essayer de voir avec le bailleur s'il y a des choses qui sont possibles de faire. Si ce n'est pas possible, le service santé environnement, il va quand même relever et écrire au bailleur, voilà, essayer de voir comment c'est possible d'améliorer le logement. Avec le privé? Avec le privé, on est sur une procédure de non-décence beaucoup plus standard où, du coup, dans le cadre de la convention qu'il y a entre l'ADIL, le service santé environnement pour Grenoble et la CAF, du coup, l'ADIL va mobiliser le service santé environnement pour qu'il y ait une visite. Il y a le propriétaire a un délai pour faire les travaux et si les travaux ne sont pas faits, il y a un envoi à la CAF qui est fait pour la consignation des APL, le temps que les travaux soient réalisés et il faut présenter une facture d'un artisan pour prouver que les travaux ont été faits, une nouvelle visite du service santé environnement pour que le propriétaire puisse percevoir les APL qui ont été consignés pendant cette période-là. Okay. Peut-être pour mettre en perspective, effectivement, on sait qu'il y a beaucoup plus de cas d'indécence, d'insalubrité, de passoires énergétiques dans le parc privé que dans le parc social. C'est des enjeux en termes de nombre de logements qui sont vraiment beaucoup, beaucoup plus importants.
parce que les bailleurs de leur pratique de gestionnaire de patrimoine entretiennent mieux leur patrimoine sur des plus longues années, alors qu'on sait qu'il y a un sous-investissement dans le parc privé qui est partout en France, mais assez massif depuis longtemps, et qui fait qu'on se retrouve aussi aujourd'hui avec autant de logements qui sont étiquetés F et G, et qu'on a des mesures du coup législatives assez lourdes d'interdiction de location qui vont venir progressivement. Mais les enjeux, ils sont quand même beaucoup plus importants dans le parc privé que dans le parc social. Clair, ouais. Clair. Bien. Et on a peut-être juste une dernière main levée. Alors, parfois, c'est des bugs dans les discussions. Donc, je permets normalement à Fabien Sax de pouvoir parler s'il le souhaite. Et des fois, on a des mains qui se lèvent. En fait, ce n'était pas une demande de prise de parole. Donc, on va voir. Il y a une remarque aussi de René Balin. Donc, Fabien Sax, si vous voulez vous exprimer, normalement, vous pouvez le faire. Mais c'était a priori donc une main levée intempestive. Et oui, pour répondre à René Balin sur la question, nous, dans le cadre de l'élaboration du PLH, effectivement, on utilise complètement ces données-là sur toutes les difficultés qu'il y a liées à l'augmentation des coûts, tout ce qui a été décrit pour justifier le fait d'avoir beaucoup plus de rénovation, de réhabilitation des logements. Je dirais que c'est des enjeux pour la métropole grenobloise et pour les élus que j'ai pu rencontrer dans l'élaboration du PLH, mais qui sont quand même plutôt bien perçus par les élus. Qui sont assez quotidiens. Après, à voir si derrière, il pourra y avoir les politiques suffisantes qui seront mises, qui seront alignées derrière, mais c'est quand même des enjeux qui sont bien perçus. Très bien. S'il n'y a pas d'autres demandes ou d'autres remarques, je vous propose d'en rester là. Je vous remercie vraiment pour tous vos éclairages et ce que vous nous avez raconté sur votre travail. Et puis, je rappelle donc que le prochain 12-14 sera en présentiel sur la prévention des expulsions le 13 juin. Voilà, et bien d'ici là, je vous souhaite bonne route. Voilà, Merci. et merci encore. Merci, au revoir. Participants.